Je crois qu'on a eu 20 podcasts, il y a eu Les Échos, Le Parisien, enfin... Tout le monde veut être du coup référencé sur les IA, sur les LLM, et que du coup, il faut des parutions presse. Ce qu'on pouvait mesurer quand même, c'est le nombre de requêtes qui sortaient sur le nom de la marque. Comment tu es arrivé un peu dans ce monde-là? Et celui où je vois un potentiel là, de traction énorme, c'est les podcasts. C'est l'IA qui est en train de faire des RP, un pilier marketing qui devient incontournable. Donc aujourd'hui, pourquoi je voulais t'avoir ici? C'est que ces derniers temps, tous mes clients, tout le monde autour de moi, qui soit indé ou patron d'une petite ou de grosse boîte, me dit un petit peu la même chose. Je veux apparaître sur ChatGPT. Il y a vraiment cette frénésie vers ça, cette angoisse de ne pas être cité dans les réponses des IA. Et souvent, le premier levier auquel je pense quand mes clients me parlent de GIO, donc on va bien parler de ce que c'est. Le premier levier, c'est les relations presse. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un demande à ChatGPT, par exemple, quel est le meilleur hôtel en Corse, ben, pour répondre, ChatGPT va chercher en priorité ce que disent les sources tierces et indépendantes, donc en l'occurrence des médias. Et donc, le meilleur moyen pour un hôtel, pour un e-commerce ou qui que ce soit d'atterrir dans les réponses ChatGPT, c'est d'avoir plusieurs médias indépendants et crédibles qui parlent de lui. Et donc, c'est exactement ce que toi, tu permets de faire avec les relations presse. Et vu que j'avais la chance de connaître une queen sur le sujet, je me suis dit, il faut qu'elle monte à bord. Donc, du coup, Adeline, pour un petit peu te présenter, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et depuis combien de temps tu travailles dans les RP? Avec plaisir. Donc Adeline Cointe, moi j'ai créé O comme 3Com, donc pour la visibilité justement dans les médias. Et quand je dis visibilité, c'est pas juste la visibilité, c'est aussi la partie notoriété et la partie autorité aussi. Donc comment on vous voit comme un expert et comment on parle de vous, en fait, pour finalement amplifier votre message et que vous gagniez la confiance de vos prospects plus facilement grâce, comme tu le disais, à un tiers de confiance qui parle de vous. Il y a vraiment comment on est perçu. Donc ça va plus loin que juste dire je vais contacter des médias pour vous faire apparaître. Il y a une vraie stratégie derrière. Comment tu es arrivé un peu dans ce monde-là? Et je me rends compte aussi que j'ai pas répondu à depuis combien de temps. Donc moi je fais des RP depuis 2013 et en fait je suis arrivée dans ce monde-là de façon complètement atypique. Et je pense que c'est ce qui fait aussi ma force aujourd'hui. Moi j'ai fait des études en agronomie, agroalimentaire et terroir viticole. Rien à voir avec les relations presse de prime abord. Mais en fait, dans mon premier poste salarié, j'ai été embauchée par une association agricole. Donc association, en fait, il faut savoir tout faire. Que ce soit aussi bien la comptabilité que la communication des dossiers agricoles. Enfin, il fallait vraiment un petit peu savoir tout faire. Et au niveau de la communication, en plus, il y avait à la fois la communication interne pour les adhérents de l'association, que ça, j'ai quand même pas mal développé et qui existait un peu moins avant. Mais vu que c'était une association où, à force, on avait réussi à avoir près de 500 adhérents, on se rend compte à un moment donné que c'est difficile que tout le monde soit au courant de tout. Donc, d'où l'intérêt de développer la com interne et beaucoup de com externe, en fait, pour montrer aussi ce qui se faisait de bien dans le milieu agricole, parce que c'est un milieu qui sait pas toujours communiquer sur ce qu'il fait, sur justement les transitions, sur ce qui se fait bien. Et on avait du grand public, donc il y avait des opérations dans les collèges, par exemple, ou dans les classes d'école primaire. Il y avait de l'événementiel, il y avait vraiment tout un tas de choses au niveau communication. Et c'est là que j'ai découvert la communication. Et j'ai d'ailleurs découvert les relations presse dès le premier jour où j'ai été embauchée. En fait, je suis arrivée le lundi, le vendredi, c'était l'assemblée générale de l'association. Alors déjà, bien dans le bain, la semaine de l'Assemblée générale et on m'a dit bah ce serait peut-être bien que tu contactes les médias pour l'AG. Sauf qu'on m'a donné une liste qui était périmée. J'ai eu Ah des ouais. retours de mails dans tous les sens
Et là, je me suis dit, oh, waouh, mais je travaille pas comme ça. Enfin, qui suis assez carré, tout ça. Je me suis dit, ah non, je peux pas laisser ça. C'est trop dommage que les journalistes, ils sachent pas ce qu'on fait. Et du coup, bah, c'est dès les premiers jours, finalement, où j'ai pris mon téléphone, appelé les rédactions et puis bah, commencé ce lien avec les journalistes. Et la communication, j'ai adoré ça. En fait, ça vient rejoindre un de mes traits de personnalité, le côté humain. En fait, dans la communication, dans une institution, on est au centre de tout. On doit connaître à la fois l'externe, donc comment on vulgarise un sujet scientifique, comment on s'adresse à un public novice et qui ne connaît pas le sujet, parce que le monde agricole, c'est quand même hyper particulier. Donc, comment on fait pour leur parler et comment on fait dans l'institution pour valoriser aussi tout le monde. Comment l'humain est au centre de tout. Et j'ai adoré ça, franchement, mais je me suis éclatée. J'ai développé du coup plein de choses au niveau communication. J'ai développé, enfin, du coup, ça a fait grandir l'association. J'ai vraiment, vraiment aimé. Et c'est ce qui fait que j'ai été embauchée sur mon deuxième poste salarié, cette double compétence à la fois agricole, terroir et la partie communication, où là, j'ai atterri, alors ça s'invente pas, j'ai atterri dans un centre de formation où on forme des fromagers. Et parce que j'habite en Franche-Comté, pays de fromage, et où là j'avais bah, à la fois du commercial pour remplir les classes, de la communication. Donc on faisait des opérations aussi avec les élèves, on a fait venir des influenceurs, on avait les journalistes tout le temps. Voilà un petit peu le parcours. Et après, je me suis dit que toute cette compétence-là, il fallait que j'en fasse quelque chose de cette double compétence, que je pouvais pas laisser ça de côté et puis de pas la valoriser. Donc après, j'ai créé mon entreprise. Donc au départ, pour cette cible agri, viti, fromager, que je connaissais bien, et en plus plutôt communication large, vu que c'est ce que je faisais sur mes postes et mes postes salariés. Et du coup, c'est très très vite en fait parti sur d'autres typologies d'entreprises. Et aujourd'hui, du coup, j'ai tout type de domaines, que ce soit du bâtiment, de l'environnement, que ce soit des auteurs qui sortent leurs livres. Enfin, j'ai vraiment plein de domaines de compétences, de la food. Enfin, j'ai vraiment un peu de tout, du tourisme, et c'est ça qui est chouette. Et donc après, j'ai resserré sur les relations presse parce que bah, c'est vraiment ce qui me plaît, c'est ce côté humain. Et on le retrouve énormément dans les relations presse. Et il y a plein de choses à faire pour moi dans les relations presse. Donc voilà un petit peu comment j'en suis arrivée là. Et donc du coup, tu es parti vraiment du monde agro asso, associatif aussi. Euh, et ce qui vraiment, c'est le côté structuration basse presse, tout ça qui a vraiment été le déclencheur. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un monde, c'est pas forcément ce monde-là qu'on pense quand on parle RP. Euh, du coup, tu disais, tu accompagnes plein de types de projets. Est-ce que depuis, donc ça fait quelques années maintenant que que tu fais ça avec ton entreprise. Euh, c'est quoi les projets aujourd'hui dont tu es la plus fière? Ah C'est je dois dire, difficile, hein, ouais, pour tes clients ouais. qui écoutent. Non, et puis moi ce que j'aime c'est l'humain, donc j'ai une chance inouïe, c'est d'avoir des clients incroyables avec des très belles valeurs, et ça je me sens déjà hyper chanceuse. Après c'est vrai que j'ai eu des campagnes avec des résonances folles. Je pense par exemple à Adopte un bureau qui fait du reconditionnement de mobilier de bureau, qui a été parmi les entreprises sélectionnées dans les appels d'offres des Jeux Olympiques de Paris. Donc c'était une des entreprises qui reconditionnait le mobilier des JO. Ça, c'était un sujet dingue à porter aux médias. Et en fait, ça a été quelque chose de fou, parce que j'avais l'impression du coup de vivre cette espèce de d'aura là des JO. Enfin, il y avait une adrénaline, il y avait quelque chose qui se passait, c'était fou à vivre. Je j'ai pas les mots d'ailleurs pour le décrire, et de vivre quelque chose de beaucoup plus grand que moi en fait, de participer à mon échelle, en ayant fait finalement la campagne presse d'Adopte un bureau sur ce sujet-là, de me dire qu'en fait il y avait quelque chose de beaucoup plus grand que j'accompagnais. Et ça c'est beau de se dire aussi que c'est de la transition écologique, et ça moi c'est quelque chose qui m'impacte beaucoup. Tout ce qui est à la fois social et environnemental, ça fait partie aussi de mes valeurs, donc forcément là c'était hyper chouette. Je me souviens aussi d'une marque de vélo carbone, made in France. Alors pareil, tout dans mes valeurs. En plus, je les ai accompagnés à un moment donné, terrible pour l'entreprise. En fait, ils arrivaient au salon Made in France pour présenter les prototypes, et dans la nuit, ils se sont fait voler la camionnette, enfin le contenu de la camionnette.
plus rien, plus aucun prototype, plus rien à présenter sur le salon, des années de Mon recherche et Dieu. développement qui partaient en fumée, quoi. Avec, comme vous vous doutez, les assureurs qui se battaient entre eux et qui voulaient pas prendre le truc, enfin bref, ouais, quelque chose de fou. Et du coup, donc, ils allaient lancer une campagne de crowdfunding pour donner suite à ça, quoi, et puis pouvoir remonter la trésorerie, parce que tu mets toute ta trésorerie dans la R&D, t'es prêt à commercialiser au salon Made in France, et boum. Bon, Ouais, la paye. donc du coup, campagne de crowdfunding pour lancer ça. Donc on a fait aussi une campagne presse à côté. Donc ça déjà, mais c'est beau de se dire, il y a eu de la solidarité, donc les médias nous ont suivis. C'est une campagne, on a eu de mémoire 64 parutions. Enfin, c'est improbable, c'est impressionnant. Enfin, ça fait partie de mes plus grosses campagnes. Pareil, un dirigeant avec aussi des valeurs communes aux miennes, et surtout, j'étais pas toute seule. En fait, il y avait aussi son agence de réputation qui a géré notamment tout ce qu'on disait de la marque, histoire que cette catastrophe ne se transforme pas en un drame alors qu'il n'y avait pas lieu, mais bon, on connaît les gens, et qui gérait aussi toute la campagne de crowdfunding. Et finalement, d'avoir bossé tous ensemble, c'était beau. Et pareil, je crois qu'on actualisait tous les jours la campagne de crowdfunding. Il y a eu plein d'interviews, et c'était trop beau de se dire qu'on a pu aussi aider cette marque à se faire connaître dans un moment terrible, et qui a vraiment plu au niveau des médias. Il y a eu une belle solidarité, et ça me fait plaisir, ça fait du bien de voir aussi quand les médias suivent comme ça sur des beaux sujets. Et Ouais. puis après, j'ai eu par exemple Flavie Prévost, que tu avais reçu aussi sur le podcast. Flavie, qui du coup est assez connue dans le monde plutôt des solopreneurs, hein, des business individuels, et qui permet de décorréler en fait son temps de son entreprise, et de pas vendre que du temps non plus et s'épuiser. En fait, c'est là qu'elle est sa zone d'impact, justement, comment on devient impactant en n'étant pas que en vendant notre temps. Flavie, on avait eu plein de podcasts. Ça avait été une superbe campagne. Donc elle, c'était à l'occasion de la sortie d'un livre, par exemple. Mais bon, on en avait profité pour parler de son expertise un peu plus large aussi. Voilà, plein de campagnes. Là, récemment, j'ai accompagné, pareil, une autrice qui a sorti un livre professionnel sur l'argent et l'entrepreneuriat, hein, comment on gère les montagnes russes quand on est entrepreneur. Ah, il y a eu une résonance incroyable dans les médias, hein. Je crois qu'on a eu 20 podcasts, il y a eu Les Échos, Le Parisien. Enfin, vraiment, on voit que là, on était arrivé sur un sujet de société, et c'est trop beau, quoi, de me dire... elle est toute seule comme Flavie, et en fait, derrière, on peut trouver des sujets qui arrivent à atteindre les médias. C'est trop bien. Mais du coup, ce que je retiens, c'est que euh, tu le dis pas dans ta présentation, mais tu accompagnes vraiment que des projets qui ont des valeurs. Ça, vraiment. Et aussi, dans ce que tu disais pour la boîte de vélo qui s'était fait voler son proto, en fait, on peut avoir une image d'ERP comme on va confier ça à une agence qui va juste faire son taf, et s'il y a des aléas dans le business, c'est pas leur problème. Toi, tu arrives vraiment à te positionner, enfin, il y a vraiment une implication qui est forte, où tu te positionnes vraiment comme un allié stratégique, un allié qui est dans l'entreprise, on dirait. Et ça, c'est hyper rassurant. Et en fait, c'est la diversité des acteurs que tu arrives à accompagner. On a l'impression souvent que voilà, les RP, c'est pour des Dior, des Prada, des grosses boîtes, quoi. Et là, tu parles de alors ouais, tu as accompagné des belles boîtes, mais tu as aussi des indépendants qui sortent leurs livres, que tu arrives à leur faire avoir des parutions dans le Parisien. Tu arrives à accompagner des assos. Euh, En général, pourquoi les gens ils viennent te voir à la base pour des RP? Les gens viennent plutôt pour le côté, oui, on a un sujet, on veut le faire connaître, on veut augmenter sa découvrabilité. En fait, on veut qu'il soit connu, reconnu. Et par exemple, au moment de la sortie d'un livre, il y a une notion un petit peu de... le livre, ça donne de la crédibilité, mais on a envie de continuer à asseoir cette crédibilité, parce que le livre, une fois qu'il est sorti, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on continue à le faire vivre aussi? Il y a cette notion un petit peu de long terme, en fait, dans la tête des gens aussi. Comment je transforme
une sortie d'un livre qui est une date, la date de la parution, en quelque chose qui finalement va faire un effet de boule de neige démultiplié au cours du temps avec les parutions des médias. Et là, ces derniers temps, j'ai aussi des gens qui en effet me sollicitent pour la partie GEO, donc référencement dans les langages d'IA, dans les LLM, pour pouvoir aussi avoir des parutions. Là, il y a eu un changement justement un petit peu là ces derniers mois. On sent que c'est devenu sur le devant de la scène. Ouais, voilà, parce que je suis resté 7 ans CMO avec Happy Bike. J'y suis parti fin 2022. Donc, tu vois, ça, en 4 ans, quand on parle de le GIO, ça n'existait pas. Il y a eu 60 ans qui se sont passés en 4 ans. Mais tu vois, à cette époque, ton profil, ça résonne vachement pour moi, ce que tu as fait avec ton asso au tout début dans l'agro. Happy Bike, Happy Bike, c'est exactement ça, en fait. J'étais CMO, mais je faisais tout de A à Z, tu vois, dont les RP. Et tu vois, on a eu quelque chose comme, alors sur plusieurs années, mais on a eu quelque chose comme 50 parutions. Oh, On a, waouh! on a réussi à avoir des grands médias comme TF1, France 2, tout ça. Mais à l'époque, je me souviens, on faisait ça vraiment pour l'effet, ce que tu disais, évangéliser un sujet, faire qu'on parle d'un sujet, le mettre vraiment incontournable, qu'on en parle dans tous les cafés. Et cet effet crédibilité, de dire tu as l'effet papier glacé de la presse, du coup c'est un élément de réassurance. Donc crédibilité, réputation vraiment. Et j'ai en tête, il y a 2 ans, j'écoutais un épisode sur Conquête, le podcast de Bulldozer, je sais pas si tu suis un petit peu. Et il faisait justement un épisode sur les RP et en gros le titre c'était quelque chose comme est-ce que ça sert encore à quelque chose les RP. Ils avaient fait venir une experte en RP et bien et elle du coup elle disait bien sûr que oui. Mais tu vois il y a cette en tout cas jusqu'à aujourd'hui chez Marketeux il y a eu cette posture de dire les RP, ça amène pas un ROI immédiat, c'est flou, difficile à traquer, les gens ils lisent plus les journaux comme avant. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est que tout le monde veut être du coup référencé sur les IA, sur les LLM, et que du coup, il faut des parutions presse. En fait, c'est l'IA qui est en train de faire des RP un pilier marketing qui devient incontournable. Et du coup, pour toi, en 2026, par rapport à quand tu as démarré, comment tu... C'est quoi les RP? Parce qu'on parle... pour certains, ça peut être vague des fois. C'est vrai. Je reviens juste sur ce que tu disais. Oui, là, je le sens. Les RP ont repris leur lettre de noblesse. En effet, on était sur une ère très héroïste. Qu'est-ce que ça me ramène? Qu'est-ce que ça me ramène? Qu'est-ce que ça me ramène? Mais sauf que les gens confondent acquisition, la pub, et l'autorité, la notoriété. Ce qui en soi n'est pas du tout pareil. La notoriété et l'autorité ne se sont jamais mesurées par ce qu'elles rapportent directement. Ce qu'on pouvait mesurer quand même, c'est le nombre de requêtes qui sortaient sur le nom de la marque, par exemple. Ou j'ai des clients aussi, pareil, une campagne incroyable des clients là de Besançon. Donc c'est pareil, on n'a pas besoin d'être à Paris nécessairement pour peser dans le jeu des relations presse. J'ai des clients à Besançon dans l'immobilier. Donc l'immobilier, c'est vu et revu dans les médias. Par contre, un coup en discutant, c'était pas le sujet qui était prévu pour la campagne, puis on discute comme ça, limite fin de réunion, en train de s'en aller, en train de ranger nos affaires, vous voyez le genre de discussion comme ça en off. Et où ils me disent ah bah tiens en fait la semaine prochaine on lance nos enchères dégressives. Pardon, des enchères dégressives, qu'est-ce que c'est? Et en fait c'est ça, c'est le prix qui descendait. Donc à une période là où le pouvoir d'achat, bah, on en a besoin quand même. C'était un sujet de société énorme, ça redonnait du pouvoir d'achat finalement au consommateur, c'est lui qui choisit au moment où il clique, donc c'est pareil, il peut pas dire c'est le marché, blablabla, blablabla, c'est l'acheteur qui a choisi de cliquer au moment où ça descend. Il y avait le côté un petit peu jeu, parce que bah c'est quelqu'un d'autre qui peut cliquer, en fait c'est une enchère, même si elle descend, ça reste le jeu des enchères. Eux, on a eu TF1 par exemple, donc ils sont sur Ah Besançon, ouais. on a eu TF1, donc c'est assez fou. Et sur cette campagne-là, du coup, eux, leur autorité, on l'a mesurée
parce que on a vu que sur la requête, et d'ailleurs je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui, ou en tout cas ils sont encore pas mal placés, sur la requête enchère dégressive immobilière, c'était eux qui sortaient parce qu'ils étaient dans tous les médias, et du coup il y avait leur site et tous les sites des médias qui étaient dans la première page de Google finalement. Bienvenue dans The Impactor, je suis Marc-Antoine Bouteillor. Aujourd'hui, je lance une nouvelle série d'épisodes sur le GEO, le Generative Engine Optimization. Pour vous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne, je vous y emmène dans une masterclass de 15 minutes qu'on fait avec Léa de Corefort. Le lien en dessous de l'épisode. En 15 minutes, vous apprendrez comment apparaître dans les réponses ChatGPT et vous repartirez avec vos 5 actions prioritaires à réaliser pour apparaître sur ChatGPT à la place de vos concurrents. Si vous n'avez pas le luxe de laisser vos concurrents vous passer devant sur ChatGPT et les autres IA, je forme, conçois et mets en œuvre des stratégies GEO qui installent les entrepreneurs dans les réponses que ChatGPT fait à leurs clients. Ce qui est top, c'est que je fais ça en collab avec le cabinet Corefort, avec qui on déploie une offre d'accompagnement et formation en IA responsable pour les entrepreneurs et dirigeants qui veulent adopter et faire adopter une IA conforme à leurs valeurs. En plus, Corefort est certifié Calliope. Vous pouvez donc accélérer votre GEO et votre passage à l'IA en étant financé. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le lien en description de l'épisode ou contactez-moi directement en MP sur LinkedIn ou donc c'est l'innovation de je dirais de l'innovation business, l'innovation sociale, enfin l'innovation de business model un petit peu là. Voilà, c'est que souvent on croit qu'il faut réinventer la roue, arriver avec un sujet genre j'ai inventé la nouvelle IA ou ouais, j'ai inventé la roue, mais souvent en fait c'est un angle en fait, c'est un angle, Tout à fait. Tout à c'est fait, un c'est angle. un angle. C'est comment on va parler d'un sujet. Alors, je vais dire entre guillemets pour le rendre sexy, mais justement, attention, tu me disais qu'est-ce que sont les RP. Les RP, c'est de décrocher de l'éditorial. Alors, il faut se dire une chose, c'est que le journaliste, c'est tout sauf un communicant. Le journaliste, il vient apporter une information à une audience. Donc ce qui veut dire qu'il n'est pas là pour faire de la pub, il est là pour en effet trouver une innovation, trouver un expert sur un sujet dont il a besoin. Ça peut être sur des sujets, j'ai une cliente qui a écrit un livre sur son cancer et elle m'en a parlé au mois de janvier. Le 4 février, il y a la journée mondiale de sensibilisation contre les cancers. Donc le sujet était tout trouvé. Finalement, on arrivait à aller dans le marronnier dans une des journées mondiales aussi qui donnait une experte aux médias en fait pour la solliciter. Tout à fait. Donc c'est aussi ce type d'angle que vous pouvez viser. Par exemple, quand il y a des journées mondiales de votre secteur, la journée de l'environnement, la journée mondiale des forêts, la journée de l'eau, les journées, il y en a plein, 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 avec des actions que vous mettez en place en face et qui du coup peuvent aussi être des portes d'entrée dans les médias. Donc je disais, donc les RP, c'est vraiment cette idée d'aller décrocher de l'éditorial. Donc l'éditorial, on s'en remet à la crédibilité du journaliste. On s'en remet finalement à la liberté de la presse. Et ça, c'est aussi une de mes valeurs importantes. La liberté de la presse, elle existe. On a de la chance de l'avoir. Il y a certains pays où elle n'existe pas. Donc faut pas qu'on la bafoue, cette liberté de la presse. On n'est pas là pour dire aux journalistes, faut écrire ça, je veux pas que vous écriviez ça, faut absolument me mettre un backlink, je veux relire l'article avant, je veux avoir les questions avant. Ou alors, une fois que l'article ou la parution est faite, de dire ah non mais je suis pas d'accord avec ça. Bah en fait c'est toi qui l'as dit. Notamment je pense à certains podcasts. Bah non en fait on modifie pas C'est ce qui a ça. été fait par un média. Donc c'est ça. On va en fait avoir cette crédibilité du journaliste. Donc certes il faut du lâcher prise puisque on va pas maîtriser ce que le journaliste va dire. Donc c'est aussi là que l'attaché de presse elle sert. On connaît aussi les journalistes en face et puis on va essayer de pas aller sur de la polémique. Après il y a pas beaucoup de sujets. Hein, on traite pas de géopolitique, non mais faut se dire aussi, on va pas être attaqué. Enfin, le journaliste c'est pas notre ennemi, hein, au contraire, on est là pour apporter une info à son audience, vous comme lui. Donc en général, ça se passe plutôt bien, mais en ayant les codes en tête. Et à la différence, par contre, de tout ce qui va être media buying, donc achat en fait d'emplacement.
Donc là, un achat d'emplacement, ça peut être un achat de la publicité, quel que soit le support, mais ça peut être aussi un achat de publi-reportage, publi-communiqué, voilà, ce genre de choses, où là, c'est payant, ça ressemble à un article, mais vous avez payé, et surtout, vous avez un droit de regard, vous avez le droit de dire ce que vous voulez qu'il soit mis dedans, ce que vous ne voulez pas, vous avez vraiment ce droit de regard-là. Donc l'un ne remplace pas l'autre Hmm. finalement, c'est complémentaire, ça dépend de la stratégie. On va peut-être être plus sur de l'acquisition, sur du public reportage, alors que, comme je le disais, sur de l'éditorial, on va être plutôt sur de la réputation, sur de l'autorité, de la notoriété. Du coup, sur de l'éditorial, comme tu disais, cette liberté, c'est ce qui fait la valeur, en fait. Ce qui fait toute la valeur des RP. Sans ça, C'est exactement ça, c'est le tiers de confiance qui parle de vous en fait là. c'est ça. Donc, pour l'instant, on a parlé de médias. Euh, Aujourd'hui, donc, on a beaucoup parlé des Échos, le Parisien. Euh, Aujourd'hui, tu as parlé de podcast aussi. Aujourd'hui, quand on dit les médias, c'est quoi les médias aujourd'hui avec qui tu travailles le plus pour avoir des relations presse? Alors déjà, un média, la définition, c'est tout support qui délivre de l'information à une audience donnée selon donc une ligne éditoriale précise, avec une fréquence et une tonalité spécifiques, et avec une voix ou une plume, hein, selon que ce soit à l'écrit ou à l'oral, qui va être facilement reconnaissable. C'est toujours le même animateur ou toujours le même journaliste qui anime telle émission. Enfin voilà, il y a aussi cette notion un petit peu de récurrence qui engendre finalement un contrat tacite avec l'auditeur ou avec le lecteur. Et Ok. les médias avec lesquels aujourd'hui je vois un gros potentiel, c'est par exemple les podcasts. Tout ce qu'on appelle les néomédias, hein, donc ce qu'on appelle la presse, historiquement, normalement, la presse, c'est que ce qui est papier, donc les journaux et les magazines. Et les néomédias, c'est les blogs, les podcasts, les newsletters, enfin vraiment tout ce qui est sorti là ces dernières années. Et celui où je vois un potentiel là de traction énorme, c'est les podcasts parce que c'est le média de l'authenticité, c'est le média du temps long, c'est votre voix. Et la voix, ça va apporter quelque chose. Par la voix, en fait, on déclenche dans une conversation, on déclenche les neurones miroirs, en fait, on déclenche les ondes cérébrales qui viennent se synchroniser. Donc il y a une habituation en fait dans l'esprit des gens qui vont vous écouter sur un podcast de temps long et à l'heure du tout IA, la voix montre que c'est bien vous et que vous êtes une marque incarnée, que vous n'êtes pas une arnaque IA sortie du chapeau. C'est trop ça. C'est un format aussi intimiste qui forge la confiance. Peut-être le meilleur qui forge la confiance, donc c'est clair. Et en plus, le côté, c'est digital. Donc pour les LLM, euh, parce que moi j'ai tendance à penser à ça de suite. Et toi, tu as tendance plutôt, avec ta casquette RP, à penser au côté réputation, etc. Mais tu vois, par exemple, on se pose la question aujourd'hui avec un groupe hôtelier que j'accompagne, qui est dans le responsable, euh, ils pensent donc, enfin c'est pas qu'ils pensent, c'est qu'ils veulent accélérer sur leur GIO. Et du coup, forcément, on pense au RP. Et il y a cet équilibre. Tu vois, moi, je vais regarder quels sont les médias d'autorité, à la fois sur sa niche, mais aussi grand public, d'autorité au niveau web, au niveau des LLM, au niveau de Google aussi, etc. Euh, mais il y a aussi, ouais, il y a aussi des médias prescripteurs qui vont, par exemple, que quand un client potentiel va lire l'article qui va être fait sur cet hôtel, va dire bon ben c'est bon, c'est là-bas que je vais en vacances en Corse cette année. Et du coup, par où est-ce qu'on commence quand on veut voilà, quand on veut se lancer dans DRP pour accélérer sur son GIO Alors, ça va être en fait finalement une stratégie RP classique entre classique? guillemets parce que bah, comme je disais on peut pas demander quoi que ce soit au journaliste. On est sous son égide ou alors dans ce cas on fait la stratégie par contre sinon de faire du public reportage. Ce qui n'est pas exclu parce que justement ça va je pense être tout bénef pour les médias qui à mon avis vont pouvoir aussi développer encore plus ce financement aussi
pour finalement, ça va intéresser encore plus d'entreprises. Puisqu'il y aura cette notion d'autorité via le média. L'autorité, on la mesure pour un média dans le sens où c'est quelque chose de neutre. Donc forcément, pour les LLM, c'est super d'avoir une entité neutre. Comme je vous disais, c'est pas vous-même qui parlez de vous-même. Là, c'est quelqu'un d'autre, c'est un tiers qui parle de vous. Et parce que ce sont des sites qui ont du trafic, qui sont là depuis longtemps. Donc c'est comme ça qu'on mesure l'autorité. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, des sites comme Wikipédia ou des médias peuvent ressortir au niveau des LLM. Parce qu'ils n'ont pas réinventé la roue non plus, les LLM, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Ils ont regardé quand même ce qui fonctionnait. Donc la stratégie, pour moi, ça veut dire quand même que pour du GEO, il faut viser principalement du média national. Sauf que primo-accédant aux relations presse, c'est pas toujours évident d'aller directement dans un média national. Ou alors il faut avoir un sujet, un gros sujet de fond, un sujet environnemental, un sujet sociétal, quelque chose qui va toucher, en fait, au niveau des médias nationaux, c'est en quoi votre sujet va toucher le plus de personnes possible pour être digne d'intéresser finalement la France entière. Ouais. Donc Ouais. ça, c'est déjà aussi cette réflexion-là, comment on voit ça. Et du coup, la stratégie, c'est parfois celle des petits pas, de faire aussi la presse locale et puis spécialisée et de viser aussi le national. Alors justement, sur certaines journées, ou alors c'est aussi des prises de position. Là, il y a une grosse baisse du tourisme parce que telle ou telle info géopolitique. Et dans ce cas, c'est un peu d'y aller en mode prise de position, presque tribune finalement. Mais en face, il faut aussi être solide et savoir aussi ce qu'on veut mettre en avant et puis se sentir prêt à aller aussi valoriser des sujets qui vont bénéficier à toute la profession, mais dont vous serez l'illustration. L'illustration et le déclencheur. Ça sera la personne, le fondateur de telle boîte qui a mis le sujet sur la table et qu'on va tout le temps inviter sur les plateaux, dans les podcasts pour en parler. Cette primeur, je suis entièrement d'accord avec toi. Quand vous êtes dans le carnet d'adresses des journalistes et qu'ils n'ont pas 8 experts dans votre domaine, vous inquiétez pas que c'est vous qui allez être appelé régulièrement. Pour l'avoir vécu, ils vont à la simplicité. C'est-à-dire qu'une fois que il y a eu un article ou une interview qui s'est bien passé, en fait, d'un, ils ont votre numéro et deux, ils se disent, ouais, la dernière fois, c'est bien passé. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Ça a eu du succès, par exemple. Donc, on est resté sur c'est comme si on repartait avec un client qu'on a déjà eu, quoi. Tout à fait. Et au niveau de la stratégie, c'est aussi, est-ce que le positionnement est assez fort? Parce que les IA, ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que là, de plus en plus, ils vont regarder votre cohérence sur tous vos supports de communication. Est-ce que vous êtes du genre à papillonner, à faire 15 sujets? Et dans ce cas, l'IA ne comprend pas, mais l'humain ne comprend pas non plus. Donc l'IA, elle va regarder ça. Est-ce que vous avez une force de frappe? Est-ce que vous êtes expert dans votre domaine? Donc jusqu'à où vous êtes capable de parler sur votre domaine? Est-ce que vous dites toujours la même chose? Est-ce que vous arrivez à proposer des sujets hyper niches, des sujets assez différenciants? Donc ça, cette cohérence aussi sur tous vos territoires, hein, que ce soit LinkedIn, que ce soit le blog, que ce soit donc ce positionnement-là, et en étant positionné, c'est aussi comme ça que les médias penseront à vous comme la personne à solliciter sur le sujet. Donc ça, bosser cette partie-là aussi, pour être sûr après que ça fasse son vrai travail aussi au niveau du GEO. C'est ça, et c'est comme si tu veux que ce soit si tu veux une belle stratégie LinkedIn ou un bon SEO, tu ne peux pas arriver dire je veux ça sans avoir un bon positionnement, un positionnement qui est clair. Et c'est pareil pour les RP. Tu peux pas demander la lune à quelqu'un qui te fasse passer sur TF1 alors que ton positionnement il est bancal, quoi. Il est bancal. Et du coup, donc voilà, nécessité vraiment d'avoir cette stratégie en amont. Du coup, tu parlais médias nationaux, médias de niche. En SEO, on parle beaucoup de long train. Euh, dans, En général, en GIO, est-ce que tu préconises d'avoir un ratio équivalent de petits médias? Est-ce que ça a le même poids?
un petit média, un petit média mais qualifié de niche, qu'un média qui va être d'envergure nationale, généraliste comme Le Monde par exemple. Alors, principalement quand même, les LLM remontent les très gros médias, Le Monde, etc. Mais vu qu'ils regardent justement cette notion d'expertise, comme je vous disais avant, vous, jusqu'à où vous êtes expert, la niche va devenir de plus en plus pertinente. Parce que l'IA, elle a beau être une IA et recycler du contenu, puisque du coup c'est basé sur de la probabilité de quelque chose d'existant, elle cherche aussi ce qui est nouveau, ce qui est différenciant et ce qui est authentique avec un point de vue expert. Donc, vous avez tout intérêt quand même à aller sur des médias de niche qui vont vous poser des questions encore plus pointues et qui vont vous augmenter finalement votre expertise perçue puisque au sein de votre domaine, le média qui fait référence dans votre domaine vous a fait confiance. Ouais, c'est un marqueur encore plus fort que un média généraliste, c'est clair, c'est clair. Tout à fait. Mais l'un ne va pas sans l'autre quand même. Au niveau du GEO, il faut quand même un maillage de plein de choses. Et il faut se dire aussi quand même une chose, c'est que pour les questions un peu du type, je dis n'importe comment on fait de mayonnaise? L'IA va pas forcément aller chercher sur Internet. Elle va aller chercher dans son corpus de texte. Qu'est-ce qu'étaient les mots les plus probables quand on disait mayonnaise? Quelles étaient les recettes qui ressortaient le plus? C'est plutôt sur des comparatifs que l'IA va être pertinente. Oui, quel est le meilleur hôtel? Quel est le meilleur ci ou ça à telle localité? Donc en fait, il faut aussi penser en termes de médias tout ce qui va être un petit peu annuaire de tourisme. Il faut penser aussi à ce qui va être comparaison. Donc la stratégie aussi, maintenant, je pense que ça va être de travailler aussi conjointement entre marques. Je dis n'importe quoi, là tu parlais d'un hôtel. Peut-être que cet hôtel travaille avec un prestataire qui fait les savons, par exemple dans les chambres. Ou peut-être qu'il travaille avec quelqu'un qui filtre l'eau. Enfin, voilà. Peut-être avec d'autres prestataires. Ça vaudrait peut-être le coup de négocier des articles sur les blogs les uns Ouais. des autres respectivement aussi, pour dire quel est le meilleur hôtel à tel endroit, et à l'inverse, quel est le meilleur, la meilleure Savon, ouais. filtration d'eau. Ouais, ouais, ouais. Ouais, les meilleurs savons. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Et C'est clair, finalement ça fait. d'envisager le média comme quelque chose de beaucoup plus large et justement aussi les blogs des copains finalement. C'est ça, les blogs d'entreprise, ouais, les blogs des copains, partenaires. Ouais, 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 non, mais c'est clair, c'est Et clair. là aussi, pour tout ce qui est classement, pourquoi pas aller payer justement des sites, tout comme on payait pour du backlink par exemple Hmm. pour du SEO. Et ben là, je me dis, je pense que ça vaut le coup aussi d'aller payer des sites de référencement de classement des meilleurs hôtels ou enfin ça, je pense que ça doit aussi rentrer dans la façon de fonctionner pour le GEO. Tu le vois beaucoup ça sur les iPhones, sur les produits tech, un peu comme ça. Sur Journal du Net, ils te font les comparatifs. Tu sais que c'est payé derrière, mais tu sais que ça, c'est pour le GIO, c'est hyper impactant. Euh, donc, tu parlais, voilà, c'est un juste équilibre à avoir. Et ce qui est intéressant, donc quand on dit RP les médias, on pense à la télé, on pense aux grands journaux, mais on oublie euh, tout le temps déjà les médias propriétaires que la plupart n'ont pas en fait, mais que c'est accessible en tout cas à créer. C'est accessible. Après, ça demande du temps et des efforts, mais ça n'a jamais été aussi accessible. Donc, avoir un blog sur son site, avoir un newsletter, un podcast, etc. Et les médias partenaires, affiliés, donc les médias des copains comme tu dis, et avant d'aller chercher les médias qu'on connaît pas, les médias de son écosystème qui sont les plus éloignés, au régional, au national, etc. Et donc, tu parlais donc cet équilibre entre niche nationale et aussi les publics reportages. Euh, comment aujourd'hui, comment tu fais? Donc, tu as une approche à faire. Je me souviens quand j'étais chez Happy Bike, c'était vraiment enfin, c'était pas le début, mais
c'était les influenceurs Insta. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de boîtes qui avaient du mal à travailler, genre par exemple des offices de tourisme qui galéraient à travailler avec eux. Nous, on y arrivait bien parce qu'ils disaient ouais, mais on sait jamais si c'est payant, si c'est pas payant. Puis lui, il me demande 5 000 € pour 2 stories. Tu manques un peu de repères là-dessus. Tu vois, toi, tu parles de publi reportage. Moi, j'ai plein de clients, ils savent pas ce que c'est un publi reportage. Pour eux, payer 5 000 € pour un article de presse, pour eux, c'est DRP. Et ils mettent ça en mode on parle de nous, alors que c'est juste parce que tu as payé. Euh, mais du coup, comment tu fais au départ pour être au clair, être au clair là-dessus pour démarcher les médias, si je peux dire. Je reviens vite juste quand même sur la partie influenceur. Aujourd'hui, ça s'est quand même vraiment professionnalisé et il y en a quand même beaucoup quand même qui font payer aussi, hein. Il y a aussi tout ce qui a été influence responsable d'ailleurs maintenant, où justement on leur demande une certification pour pas pousser à la surconsommation, etc. Donc je pense qu'il y a des choses très très chouettes du coup qui découlent de tout ça. Mais par contre, ça veut dire aussi qu'il y a une professionnalisation, qu'il y a des contrats, donc ça devient quelque chose de sérieux, mais qui a une confiance sur des consommateurs qui est énorme et qui a un poids qui est dingue en termes de retombées. Là, c'est de la retombée beaucoup plus rapide, beaucoup plus mesurable de payer un influenceur que de faire de la notoriété aussi dans les médias qui fait du long terme et qui finalement vous De positionne comme référence. la figure de référence, tout à fait. Donc ça au niveau des influenceurs. Et après au niveau des relations presse, déjà, quand vous voyez sponsorisé, en partenariat avec, partenaires, publi-reportage, publi-communiqué, parfois c'est écrit juste communiqué. Tous ces termes-là, vous savez que ça a été payé. Donc, sur un même média, par exemple sur Forbes, Challenge, Forbes, il fait exactement, beaucoup il y a ça. certains articles de certaines catégories qui sont payants. J'entends tout le temps, ah, BFM Business, c'est payant. Mais pas du tout. En fait, moi, j'ai des clients qui vont sur BFM Business sans payer. Il y a certaines émissions de BFM Business qui sont payantes. Là, on est d'accord. Donc ça, justement, c'est de bien regarder quand c'est écrit partenaire, partenariat, sponsorisé. Là, vous savez que l'émission, elle a été payante et que potentiellement, c'est peut-être pas cette émission-là sur laquelle vous vous passerez. Ou alors, à l'inverse, si c'est la stratégie que vous avez choisie, que c'est aussi vers ce type d'émission que vous allez vous diriger. Après, au niveau des podcasts, c'est parfois plus difficile de savoir lesquels sont payants ou pas. Certains commencent à jouer le jeu et à bien l'écrire. Normalement, c'est une obligation légale d'écrire quand l'épisode a été sponsorisé. Enfin, en tout cas, l'invité a payé. Parce que la sponsorisation, en général, c'est dit dans l'intro ou dans la conclusion quand il y a la pub. Par contre, les invités, c'est pas toujours le cas. Alors, des fois, on a la surprise de dire en retour que c'est payant. Après, faut analyser. Est-ce que vraiment l'audience de ce média-là, elle est pertinente avec votre persona? Est-ce que c'est votre cible exacte? Quelles seront les retombées? Et puis, pourquoi pas d'essayer d'aller demander à d'autres personnes qui sont passées sur ce média-là, savoir si elles ont eu des vraies retombées pour faire aussi une étude de marché, parce qu'on n'a pas encore les chiffres partout pour tous les podcasts, savoir si c'était payant. Mais si un podcasteur vous demande de payer, c'est à réfléchir. Est-ce que ça colle vraiment? Est-ce que l'audience est conséquente? Est-ce que vous allez y trouver du bénéfice derrière? Ok. Ok. Donc, je dirais, donc, pour commencer, quand on veut lancer sa campagne de RP, la première chose à faire, c'est quoi? C'est avoir créé sa liste de contacts, polir son angle. C'est quoi la C'est première l'angle. étape? L'angle, c'est la priorité première, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut dire aux médias. Alors après, quand on lance une campagne presse, on peut avoir plusieurs angles. Ça peut être l'angle local, tourisme local, autour de l'hôtel. Ça peut être l'angle environnemental. Quelles sont les actions qu'on a mises en place et qui sont pas vues et revues? Parce que c'est comme l'IA. Hein, faut pas qu'on tombe dans le greenwashing, faut pas qu'on tombe dans l'IA washing, mettre de l'IA partout non plus. Qu'est-ce qu'on fait de vraiment différenciant? Qu'est-ce que ça a changé pour nous? Qu'est-ce que ça change pour nos clients? Parce que c'est ça, en fait, c'est aussi de se positionner du côté de l'audience du média. Qu'est-ce que ça apporte à l'audience du média qu'on sollicite? Et si c'est un média national, c'est ça, qu'est-ce qui vraiment change? Par exemple, l'été,
TF1, ils vont encore bien faire des reportages sur certaines localités. Donc peut-être que ça peut être à ce moment-là un reportage dans ce coin-là. Je dis n'importe quoi, est-ce qu'il y aura une course ou quelque chose qui va se passer à ce moment-là un petit peu insolite? Est-ce que justement on peut raccrocher à une journée nationale, journée des forêts, journée de l'environnement, journée de l'eau? Est-ce qu'on a aussi cette force-là qui peut peut-être ouvrir les portes des médias nationaux? C'est vrai que des fois, c'est improbable, la façon comme on arrive à passer dans des médias. Et du coup, donc il y a tout ça à voir. Donc l'angle, faire une liste de médias. Ensuite, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve c'est important de mixer quand on le peut, hein. C'est le luxe du roi qui a plusieurs médias à ses bottes, mais de mixer les interviews et les articles de fond. Toi, en tant que spécialiste des RP, qu'est-ce que tu penses, ce que les points positifs de l'un et de l'autre? Non, mais ça, je suis assez d'accord. De toute façon, il y a cette notion vraiment de maillage médiatique, donc à la fois des petits et des gros médias, des médias locaux et spécialisés, des médias nationaux, et justement les différentes typologies à la fois de parution, hein, d'interviews ou de reprises de communiqués, articles de fond. Ça, je te rejoins totalement. C'est hyper chouette d'avoir cette opportunité-là, d'avoir plusieurs choses. Donc, ce qui veut dire interview, d'avoir un dirigeant identifié en amont, pas courir après quelqu'un pendant la campagne. Ça, c'est aussi dans les prérequis. Qui est-ce qui va répondre aux questions pour que cette personne soit disponible? Est-ce que le journaliste peut vous appeler et vous dire c'est pour dans une demi-heure? D'accord, je fais mon maximum. Sachez quand même par contre qu'il vous courra pas après s'il n'arrive pas à vous appeler. Donc c'est pareil, d'avoir des coordonnées et d'avoir des disponibilités quand vous lancez la campagne. Comme ça facilite aussi les interviews et les journaux, les médias aiment bien quand même aujourd'hui avoir quelqu'un qui incarne un sujet. Ça fait des fois un petit peu moins publicité que si c'est juste une information qui parle de vous. Donc de vous donner finalement les chances d'avoir des interviews, de dire je suis dispo pour une interview si besoin, ou je reste à votre écoute si vous avez besoin de sujets complémentaires pour votre article. Comme ça, le journaliste, dans sa tête, il a les deux options. Il sait qu'il n'est pas coincé ou que vous demandez obligatoirement une interview. Et il sait que s'il fait un article de fond, donc comme ça vous donne déjà ces deux ouvertures-là. Et les interviews, ce qui est génial, c'est que à l'heure de l'IA, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus authentique. C'est porté par une voix, c'est incarné. C'est voilà vraiment avec le sens premier de incarné, incarné dans la chair. En fait, c'est quelqu'un qui parle et qui humanise la marque. Hein, la marque, c'est pas juste un logo. On l'a vu aujourd'hui sur Instagram, si vous mettez juste votre logo, c'est un peu dommage. Aujourd'hui, on aime bien voir un visage et c'est ce que va donner la force de l'interview. Vous allez d'ailleurs pouvoir vous exprimer vous-même sur le sujet, donc au regard des questions du journaliste, mais ce qui veut dire que vous pouvez aussi vous arranger pour ramener la question à vous si ça a un petit peu dévié, par exemple. Alors que un sujet de fond, là, le lâcher prise, il faut qu'il soit total, hein, parce que du coup, c'est vraiment le journaliste qui s'empare aussi du sujet. C'est ça. Par contre, ça donne une autorité encore plus forte. Je pense par exemple Wikipédia. Alors, il me semble que tu m'as dit que vous aurez aussi un épisode sur le Ouais, sujet, que vous en le reparlerez. prochain. Ah bah le prochain, parfait. Et du coup, donc vous en reparlerez à ce moment-là. Mais par exemple, pour Wikipédia, une interview, ça ne permet pas de rendre une page éligible. Parce que c'est vous-même quand même qui avez parlé de vous-même, même si c'est sur un média d'autorité. Donc ce qui veut dire aussi que peut-être à un moment donné, pour les LLM, ça aura peut-être un tout petit peu moins de poids aussi que un article de fond. Ouais, mais comme tu dis, c'est un mix. Parce que l'interview, comme tu dis, l'incarnation de sa prise de position à l'heure où de plus en plus il y a une crise de la confiance, de l'IA, beaucoup de contenu est fade aujourd'hui, donc avoir des choses qui résonnent, c'est clé. C'est clé pour créer de l'ancrage et aussi de la conversion. Du coup, est-ce que une marque qui se lance, qui a jamais fait de RP, qui se lance demain, c'est quoi un petit peu la, la chose ou les deux, trois choses à faire là direct? Et déjà, ça va être de regarder quelle est la presse locale.
En général, il y a toujours au moins une radio, au moins un journal papier, un minimum. Donc déjà, c'est ça, c'est quelle est la presse locale, quels sont les titres qui sont diffusés autour de chez vous, et d'aller écouter un petit peu la radio et d'aller ouvrir le journal de temps en temps pour regarder comment les sujets sont traités. Ça va vous donner comme ça des pistes aussi de dire, peut-être que même vous vous direz, oh bah pourquoi ils ont parlé de lui et pas de moi? Comme ça, vous voyez, cette petite pique, comme ça, vous allez vous dire, ah, je veux aussi qu'ils parlent de moi. Et ça va vous donner des idées, des façons aussi dont ils peuvent parler de vous. Qu'est-ce qui est différenciant sur votre secteur? Comment vous pouvez aussi vous positionner? Peut-être que la radio, ils ont une rubrique économie locale tous les matins et que dans ce cas, ça vaut le coup aussi d'être parmi les entreprises représentées à ce moment-là. Vous voyez, essayez de trouver un petit peu déjà en premier pas ces idées-là et de se créer petit à petit son réseau de journalistes. Donc, en faisant une sorte de CRM, hein, comme pour prospecter, d'avoir un dossier où vous notez quels médias, quels journalistes, quelles sont les coordonnées que vous avez trouvées, quels sont les sujets que traite ce journaliste-là, est-ce que c'est des sujets qui peuvent vous ressembler, et puis donc de noter à quelle date vous les sollicitez, si c'est par mail ou par téléphone. Notez aussi, le journaliste m'a dit de le rappeler dans 3 mois ou de le rappeler à telle date. Et ça, mettez-vous un rappel hein, quand on vous dit ça. Ou alors, si le journaliste vous dit non, d'essayer, sans insister, mais d'essayer de savoir pourquoi et s'il y a des opportunités à un autre moment. Et aussi de se dire qu'il faut être résilient. Hein, le journaliste, c'est pas parce qu'il vous a dit non aujourd'hui que c'est un non pour toujours. Vous trouverez peut-être un sujet à la fois d'après, soit qui l'intéressera, soit qui tombera à pic, parce qu'en fait, il n'aura pas de sujet sous la main à ce moment-là. Il y a le cas des vacances d'été. L'été, c'est à double tranchant. Il n'y a personne dans les rédactions, mais en même temps, ils n'ont pas de sujet parce qu'il n'y a plus aucun communiqué qui tombe. Donc, si vous êtes la personne qui arrive à ce moment-là, peut-être que ça peut ouvrir une opportunité. Et c'est le genre de choses qui m'est déjà arrivé, des opportunités complètement improbables où jamais j'aurais dit au client « Oh oui, on aura tel média » et qui sont tombés comme ça parce que c'était l'été. Donc, je me suis dit incroyable. Donc voilà, l'été, c'est à double tranchant. Et après, donc je parlais de communiqué de presse, donc après, la prochaine étape, c'est de préparer son communiqué avec ce qu'on veut raconter. Donc la difficulté du communiqué, c'est que c'est un document qui ressemble à aucun autre. C'est pas un document marketé. Hein, faut faire attention à la neutralité des mots, à la tournure des phrases, à n'avoir qu'une seule idée dans tout le communiqué de presse pour pas perdre le journaliste et qu'il sache de quoi on parle. Et de pas oublier, par exemple, d'avoir des chiffres, d'avoir une citation du dirigeant potentiellement, ou en tout cas de la personne qui veut prendre la parole, d'avoir les coordonnées, dont le numéro de téléphone, hein, d'avoir quelque chose où vous êtes joignable facilement, tac tac, et qui soit dans le communiqué. Parce que vous allez me dire, oui, mais je l'ai dans ma signature de mail. Oui, mais si le journaliste, il enregistre le communiqué sur l'ordinateur, jamais il retrouvera votre mail, en fait. Donc voilà. Et puis d'avoir quelques photos. Alors, ne mettez pas votre logo. En fait, le logo, le journaliste, il pourra pas le mettre, ça fait trop publicité. Mais mettez plutôt de l'humain. Hein, on en revient aussi toujours à ça. Le journaliste, il a besoin de voir de l'humain en action. Et c'est là que vous pouvez ruser et puis avoir votre logo en fond. Oh par exemple. Mais en tout cas, de pouvoir avoir tout pour que le journaliste il puisse faire son article directement. Top. Bon, on a plein de, de bons conseils. Parce que, comme tu dis, créer un réseau, tu le vois tout le monde le voit quand c'est dans le business, ça met du temps, ça s'entretient surtout. Donc, c'est sûr que c'est accessible, on peut commencer n'importe quand, mais il y a, comme pour les LLM, tu as la primeur, l'ancienneté sont sont un avantage crucial. Donc, si quelqu'un qui nous écoute ici veut se lancer avec toi dans sa prochaine campagne RP, où est-ce qu'on peut te suivre? Et bien, justement, vu que tout ce qui est autour des LLM, ça va très très vite, je pense qu'il faut aussi rester informé parce que peut-être que ce qu'on a dit aujourd'hui, il y a peut-être pas mal de choses qui changeront dans les 6 mois. Donc oui, en effet, n'hésitez pas à venir sur LinkedIn, hein, où je publie du contenu, et surtout sur mon site internet, là où il y a aussi pas mal d'articles de blog, de choses qui sont en cours aussi qui arrivent, des ressources gratuites. Donc LinkedIn, c'est Adeline
Et sur mon site internet, c'est ocom3com, donc HAUTCO2ME, le chiffre 3 CO2M, donc .fr, mais je pense que tout ça, tu On met le remettras lien bien en dans la dessous. description. Top, Adeline. Merci beaucoup. Mais merci, et puis ouais, à l'écoute des questions, parce que je pense qu'on a ouvert plein de portes dans vos têtes, et venez nous poser vos questions avec plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous repartez des idées plein la tête. Pour remercier mon invité et rendre ce contenu accessible au plus grand nombre, c'est très simple. Abonnez-vous et déposez un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On se dit à très vite.